Un grand merci. Je suis bien sûr très touché, très flatté d'être ici cet après-midi. D'ici une vingtaine de minutes, on n'aura pas la réponse. Hein. Je vous dis, c'est la question, mais nous n'aurons pas la réponse. Mais c'est vrai que le fait de parler de la maladie de Parkinson sur le versant digestif peut sembler un tout petit peu surprenant, puisque normalement, comme vous le savez, c'est une maladie qui est caractérisée essentiellement par des problèmes de mouvement, avec une lenteur globale, une augmentation du tonus, éventuellement un tremblement, et puis une difficulté à faire les gestes alternatifs rapides. Ça, c'est l'aspect classique moteur de la maladie. Et comme cela a été déjà évoqué par Ronald et par M. Agine, d'un point de vue, si on prend le versant neuropathologique et non pas clinique de la maladie, nous voyons que finalement, cette maladie est caractérisée par la perte de neurones dopaminergiques. Alors ici, c'est un cerveau pathologique, un cerveau sain, au niveau d'une zone relativement localisée du système nerveux central, qui est le troisième étage du tronc cérébral, le mésencéphale. Et on voit qu'il y a une perte neuronale, puisque ces neurones dopaminergiques sont pigmentés, donc il y a une perte des neurones à dopamine, et cette perte est bien sûr présente chez les patients parkinsoniens. Et la deuxième caractéristique de la maladie, c'est non seulement cette perte neuronale, mais aussi la présence dans les neurones qui survivent d'inclusions intraneuronales et d'agrégats protéiques, qui peuvent être regroupés sous le terme de pathologie de Lévy. Alors on dit corps de Lévy quand les inclusions sont plutôt présentes au niveau du corps cellulaire, et puis prolongement de Lévy, je ne l'ai pas schématisé ici, mais on peut l'imaginer plutôt sur, bien entendu, les prolongements des neurones. Donc voilà, pour dire qu'il s'agit d'une maladie de Parkinson, il y a non seulement le côté mouvement, mais cet aspect neuropathologique. Et si on en vient au cœur du sujet, qui est finalement l'atteinte digestive et l'atteinte entérique dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, puisque vous voyez, les premiers articles ont été publiés dans les années 80. Et ces premiers articles ont finalement insisté sur le fait qu'il était possible de trouver des corps et des prolongements de Lévy dans le tube digestif. Alors quand on dit dans le tube digestif, il faut peut-être être un peu plus précis, c'est dans le système nerveux entérique. Alors le système nerveux entérique, c'est un réseau de neurones, un maillage qui est présent dans le tube digestif et qui est organisé de façon un peu particulière. En fait, il est organisé un tout petit peu comme de la crépine autour des paupiètes, quoi. En tout cas, sauf que c'est à l'intérieur. Enfin, voilà, c'est comme un filet. Enfin, de façon, oui, un tout petit peu. Bon, mais ça représente bien ça à la dissection. Donc finalement, vous avez un réseau neuronal à l'intérieur des couches musculaires du tube digestif et de l'épithélium. Ce réseau est donc bien sûr inconstant, sous forme de maille, est distribué, vous voyez ce que je présentais ici, du tiers inférieur de l'œsophage jusqu'au rectum. Donc quasiment l'ensemble du tractus digestif. Et si on fait une coupe transversale, par exemple de côlon ou d'intestin grêle, là c'est une coupe transversale de côlon, vous avez deux maillages qui sont un interne, un externe. Le maillage le plus externe, c'est le plexus myentérique, qui est important globalement pour la motricité du tube digestif. Le maillage le plus interne, c'est le plexus sous-muqueux, qui est important pour tous les phénomènes de sécrétion et les phénomènes de perméabilité digestive et de perméabilité de la barrière. Donc très rapidement, dans les années 80, les premiers articles ont montré qu'il y avait des lésions, vous voyez, qui sont des corps de Lévy, dans ces neurones entériques, que ce soit dans le plexus sous-muqueux, dans le plexus myentérique, et puis aussi bien dans la partie haute du tube digestif que dans la partie basse. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ces articles ont eu assez peu d'écho et ont été un petit peu mis de côté parce que ces publications étaient basées finalement sur des études qui étaient soit des études autopsiques, assez systémiques, donc on s'est dit finalement c'est assez rare, c'est quelques patients autopsiés qui vont le faire, ou éventuellement des patients qui avaient eu des complications digestives de leur maladie, avec en particulier des obstructions intestinales. C'est une complication possible assez rare, mais qui est possible. Et à l'époque, on opérait beaucoup ces patients. Donc ils retiraient un morceau de côlon, ils vérifiaient, etc. Donc on s'est dit finalement, il y a des corps de Lévy dans le tube digestif, mais c'est peut-être pas si fréquent. C'est des patients qui ont volontiers des signes digestifs, donc il y a un biais. Et donc on s'en fiche un peu, et c'est des articles, 3 publications, 2 américaines, 1 japonaise, qui avaient été un petit peu mises finalement sur la touche. Et depuis les années 80, il y a eu des progrès pour détecter ces fameux corps de Lévy. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 80, la technique qui a été utilisée donc par le neuropathologiste Fritz Heinz Lévy au début du siècle dernier, allemand, qui était essentiellement histochimique, est restée quasiment la même. Ça a bien sûr été un peu amélioré, mais la stratégie était la même jusqu'au milieu des années 80. Et
il y a eu une date finalement, enfin, clé dans tout ça, c'est 1997. En 1997, il a été montré, d'abord dans le système nerveux central, que le principal composant de ces corps de Lévy, de ces inclusions, maintenant vous le savez puisque bien sûr on l'a évoqué à plusieurs reprises jusque maintenant, que le principal composant de ces corps de Lévy était, et pas peut-être le principal, mais en tout cas un composant important de ces corps de Lévy, peut-être être prudent là-dessus, est l'alpha-synucléine, et que les techniques d'immunohistochimie et les marquages anti-alpha-synucléine sont dès lors devenus la référence pour détecter ces corps de Lévy. Alors les neuropathologistes, finalement, lorsqu'ils ont vu ça dans le système nerveux central, se sont dit peut-être que l'on a sous-estimé la distribution de la pathologie de Lévy dans les études antérieures par manque de sensibilité, et qu'en utilisant ces nouvelles approches, on va peut-être pouvoir faire un nouveau mapping de la distribution de la pathologie de type Lévy chez les patients parkinsoniens. Alors, il y a deux groupes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et c'est sans surprise, c'est des neuropathologistes qui ont accès à la fois du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Très rapidement, le premier groupe, c'est le groupe de Thomas Beach qui est dans l'Arizona. Ils ont un très très gros recrutement, et là c'est sur donc du travail autopsique, et ils ont montré depuis que quasiment tous les patients parkinsoniens ont des lésions dans leur tube digestif. Là, quand on dit quasiment tous, il faut une étude un peu précise, mais c'est de 80, 90, voire 100% si suffisamment de lames sont analysées. Ils ont aussi montré qu'il y avait un gradient qui est un gradient de haut en bas, rostrocaudal, avec plus de lésions dans le tiers inférieur de l'œsophage et dans l'estomac et le duodénum que dans le rectum, qui en contient très peu, ça nous l'avons montré aussi au labo, et puis des lésions d'intensité moyenne dans le côlon. Et puis vous voyez, donc ça c'est un corps de Lévy digestif, c'est une photo du labo, et puis un prolongement de Lévy, vous voyez qu'il y a à un moindre degré un gradient externe-interne, la lumière étant ici, le plexus externe ici, l'interne ici, il y a un peu plus de lésions dans le plexus myantérique que dans le sous-muqueux. Donc ça, vraiment le gros plus de l'équipe de Thomas Beach a été de dire, mais probablement que finalement tous les patients parkinsoniens ont des corps de Lévy, donc des inclusions d'alpha-synucléine dans le tube digestif, et ça n'est pas anecdotique. Et puis vous savez très bien qu'il y a un deuxième neuropathologiste qui s'est intéressé au tube digestif dans la maladie de Parkinson. Celui-ci est allemand, c'est Heiko Brack. Et en fait, ce qu'a montré essentiellement M. Brack, c'est que il s'est intéressé un peu au tube digestif en tant que tel, au système nerveux entérique, mais peut-être pas tant que ça finalement. Et c'est surtout intéressé finalement au contrôle du tube digestif. Notre tube digestif, certes, est en partie autonome d'un point de vue neuronal, mais il est contrôlé par notre système nerveux central. Et peut-être un des principales tours de contrôle, enfin celle qui est la plus connue, probablement la principale tour de contrôle de notre système nerveux entérique, donc qu'on peut considérer comme le deuxième ganglion autonome, ici vous voyez, et donc ça c'est finalement la première, l'atteinte préganglionnaire, c'est une noyau dorsale moteur du vague, qui est une toute petite structure située dans le bulbe rachidien et essentiellement cholinergique, bien qu'il y ait beaucoup d'autres neurotransmetteurs, mais ce qui est le mieux connu, c'est tout ce qui est acétylcholine, et ces neurones cholinergiques sont importants pour la régulation de notre motricité digestive. Et en fait, ça régule une grande partie du tube digestif, parce que je ne l'ai pas mentionné ici, mais en revenant très très rapidement sur ce qui est ici, on pense que l'innervation vagale se fait d'ici quasiment jusqu'à la moitié du côlon transverse, voire un peu plus loin, suivant les espèces. Donc en fait, un système de régulation par le système nerveux central. Et M. Brack a montré que chez la totalité des patients parkinsoniens, dans une étude autopsique, ce noyau dorsal moteur du vague était touché par le processus pathologique. Donc, dans un de ces papiers, ça c'était en 2003, de 2006, si on combine ce qui avait été observé par Thomas Beach, qui est de dire que tous les neurones entériques que tous les patients parkinsoniens ont des lésions des neurones entériques, si on prend l'observation de M. Brack qui dit que le centre de contrôle situé au-dessus, directement en relais, est aussi touché par le processus pathologique chez quasiment tous les patients parkinsoniens, Heiko Brack a lancé l'hypothèse qui porte son nom, et qui est donc l'hypothèse de Brack, de dire qu'un pathogène qui serait présent dans la lumière digestive serait capable, alors le schéma n'est pas tout à fait correct, je vous prie de m'excuser, mais d'induire un processus pathologique dans les terminaisons des neurones du plexus sous-muqueux, dont certains, il le dit dans son article comme ceci, dont certains des prolongements se terminent à quelques micromètres du monde extérieur et donc d'un pathogène, et ensuite
vous voyez, de gagner de proche en proche le système nerveux central par cette départementale qui nous relie finalement au bulbe rachidien via l'innervation vagale. Et suite à l'exposé de M. Agide et de Ronald que vous avez entendu, ça c'est une base anatomique, mais on peut très bien imaginer que tout ce qui a été décrit sur l'alpha-synucléine donne une base cellulaire, moléculaire à cette transmission. On a une voie et on a probablement un coupable qui pourrait être ces dépôts d'alpha-synucléine, même si le pathogène n'est pas connu. On peut très bien penser, comme les transmissions transsynaptiques, transcellulaires de l'alpha-synucléine, que tout ce qui est connu sur l'alpha-synucléine finalement donne une base moléculaire et cellulaire à l'hypothèse anatomique. Alors comme vous l'imaginez, cette hypothèse a fait couler beaucoup d'encre dans le petit monde des gens qui s'occupent des mouvements anormaux involontaires, de la maladie de Parkinson, tant sur un côté clinique que neurobiologique, et il y a des arguments pour et des arguments contre l'hypothèse de Braque. Alors, un papier qui est très très largement cité, peut-être à tort, mais on y reviendra, enfin, je glisse une petite... enfin bon, voilà, mais un papier qui est très très largement cité a été publié en 2010. C'est un article, c'est un étudiant allemand dans un laboratoire allemand, et en fait, le postulat, ils se sont dit, mais si le Parkinson est environnemental, il faudrait donner un toxique environnemental par voie digestive et voir si, avec ce toxique environnemental, ou possible toxique environnemental, on peut reproduire le schéma proposé par M. Braque. Ils ont choisi la roténone. La roténone, comme vous le savez, c'est un herbicide, un pesticide. C'est un produit naturel, donc c'est pas pour ça que c'est bon, vous voyez, mais encore une fois, c'est herbicide et pesticide. Certains articles avaient montré quelques années avant, bien entendu, qu'il était possible d'induire un équivalent de maladie de Parkinson chez le rongeur par injection systémique de cette roténone. Et des Japonais avaient montré qu'il était possible, dans certains cas, par gavage, donc vous voyez, en tout cas par voie locale, en tout cas par voie digestive, d'induire aussi un syndrome parkinsonien chez les rongeurs. Donc ils ont repris un protocole proche en utilisant, vous voyez, alors je vous le montre ici, la dose était assez faible, et ils ont finalement fait un gavage pendant 1 mois à 5 mg par kilo de cette roténone. Donc la roténone, qui est un inhibiteur du complexe 1 de la chaîne respiratoire, entre autres, ils ont montré par HPLC que cette roténone restait relativement localisée au niveau digestif, puisqu'ils n'en ont pas retrouvé dans le sang circulant, même si les expériences étaient limitées, et pas non plus dans les méninges. Donc ils pensent que ça reste relativement limité, et comme vous le voyez sur cette illustration, il y avait ici en vert un peu plus d'alpha-synucléine agrégée et pathologique dans à la fois les plexus myotériques et sous-muqueux sous roténone que chez le témoin. Ce qui pose question, c'est chez le témoin. Ça, c'est 1 mois et demi, et on est dans la partie distale de l'intestin grêle. Et lorsqu'on regarde la projection, le noyau dorsal moteur du vague, on voit très très bien qu'il y a aussi un marquage plus important. Alors les marquages sont différents. Là, c'est un anticorps contre la forme phosphorée de l'alpha-synucléine. Là, c'est un anticorps contre la synucléine totale, mais on voit que l'expression semble plus importante à 3 mois. Donc la conclusion du papier est de dire que finalement, on peut reproduire l'hypothèse de Braque en utilisant un toxique qui cause du Parkinson chez les rongeurs, et donc ce serait un argument pour. Deuxième argument pour, au lieu d'utiliser un toxique, d'autres équipes, et Ronald a participé à ce travail, se sont dit, mais finalement, peut-être qu'en injectant directement des formes pathologiques d'alpha-synucléine, soit faites in vitro, soit à partir des corps de Lévy, on peut essayer de purifier le plus possible les corps de Lévy pour faire de l'alpha-synucléine pathologique, et en injectant dans l'estomac, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reproduit ce qui était montré par la roténone? Alors la réponse est oui. Je vous montre ces résultats très très rapidement. En contrôle, il y avait bien sûr de la bovine sérum albumine qui, vous voyez, lorsqu'elle est injectée, reste, stagne dans l'intestin, et c'est dans l'estomac, dans la paroi ventrale de l'intestin, et vous voyez que aussi bien l'ELISA de corps de Lévy que les fibrilles produites par Ronald, si je ne dis pas de bêtises, au niveau gastrique, progressent régulièrement pour atteindre le dorsal moteur du vague, et très rapidement dans un délai de moins d'1 semaine et à la même célérité. Donc ça, c'est des arguments en faveur de l'hypothèse de Braque chez l'animal. Alors, chez l'homme, qu'est-ce qu'il en est? Alors chez l'homme, c'est difficile parce que vous avez remarqué, c'est que les données sont pour le moment autopsiques, les données autopsiques sont très statiques. Alors, chez l'homme, il faut citer un travail, je pense, remarquable d'une équipe danoise qui a réussi à faire une image
fonctionnel du nerf vague. Et ça, je pense qu'enfin, ça a été fait pour d'autres types d'innervation vagale, mais au niveau digestif, c'est vraiment, enfin, c'est un exploit qui a été fait il y a 3-4 ans et qu'ils ont réussi à optimiser. Alors pour cela, ce qu'ils ont fait, donc c'est Per Borghammer, qui est danois, et qui est un médecin nucléaire, et en fait, ils ont utilisé un médicament qu'on utilise habituellement, un traceur, qui est un produit utilisé en maladie d'Alzheimer, dont on parlait, qui est un inhibiteur d'acétylcholinestérase, donc qui marche au niveau du système nerveux central normalement, pour augmenter les taux d'acétylcholine. Ils l'ont marqué, donc ils ont pu le tracer, et en fait, ce que l'on sait, c'est que cette acétylcholinestérase, je parle avec prudence, mais est au moins en partie ancrée à la membrane via des protéines de liaison. Et donc ils se sont dit, si on marque cet inhibiteur, il va venir se fixer et on va pouvoir allumer les terminaisons cholinergiques, vagales, qui innervent le tube digestif chez des témoins, et on va regarder chez les patients parkinsoniens. Donc en fait, l'idée était de faire du vivant du patient une imagerie fonctionnelle du nerf vague. Est-ce qu'il est fonctionnel ou dysfonctionnel? Alors, ils ont bien sûr fait beaucoup de mises au point, et ils ont publié dans des revues prestigieuses par la suite. Et vous voyez ici, c'est un patient parkinsonien, et ici, un témoin. Ça, c'est l'intestin grêle. S, c'est pour small intestine. Vous avez le pancréas qui est là, ici, le foie qui est là, et vous voyez très bien que, alors que vous avez un marquage qui est conséquent, en rouge, plus c'est rouge, bien sûr, plus c'est marqué chez le témoin, beaucoup moins chez le parkinsonien. Ça, c'est un exemple. Ils ont passé plus de 190 patients depuis. Il y a une différence significative qui explose, et qui explose aussi dans des formes très précoces de Parkinson, parce que pour certaines formes de maladie de Parkinson, on peut suivre et on peut suspecter que les patients vont la développer, et même avant quelques années avant le début de la maladie, ils ont pu montrer cette diminution. Donc vous voyez, il y a des éléments en faveur de l'origine digestive chez l'animal, et puis finalement chez l'homme avec une donnée qui est intéressante, mais j'insiste là-dessus, c'est une donnée qui est intéressante, mais qui montre simplement, c'est beaucoup, mais qu'il y a un dysfonctionnement vagal, mais qui ne montre en rien la progression, éventuellement d'un processus pathologique de l'intestin au système nerveux central. Et puis, si on prend finalement un peu l'envers de la médaille, ces éléments qui sont avancés comme étant des arguments en faveur de l'hypothèse digestive et de l'hypothèse de Braque, ils sont critiquables. Alors, ils sont critiquables sur certains points. Le premier point, vous avez vu que j'étais prudent sur le modèle Rotenone qui avait été utilisé. Lorsqu'on a essayé de reproduire ces résultats au laboratoire, on a échoué. Alors, c'est peut-être un problème technique qui est inhérent au labo, mais quoi qu'il en soit, avec quand même 3 ans de mise au point, en utilisant même des doses plus fortes, vous voyez, de Rotenone et du gavage, nous, ce que l'on a vu, c'est absolument rien dans le tube digestif. Pas de perte neuronale, pas de modification du phénotype neurochimique, pas d'inclusion d'alpha-synucléine. Et pour vous montrer qu'il se passait probablement quelque chose avec la Rotenone, ça c'est une collaboration avec Stéphane Huneau à l'ICM. Stéphane a récupéré les substances noires, a fait des comptes, et la Rotenone a bien induit une perte des neurones dopaminergiques. Vous voyez ici bien sûr un traité et puis le témoin. Donc pas si simple finalement de modéliser l'hypothèse de Braque chez l'animal. Et puis là aussi, si on prend, vous savez, le versant, cette fois-ci pas toxique, mais le côté un peu fibrillaire, dans une collaboration du laboratoire avec l'équipe d'Erwan Bézard, l'approche a été un tout petit peu différente. On s'est dit, d'accord, peut-être que l'alpha-synucléine peut monter de bas en haut, mais est-ce qu'elle n'irait pas finalement de haut en bas aussi? Est-ce qu'on ne peut pas reproduire, faire l'inverse? Alors, l'alpha-synucléine pathologique a été extraite de cerveau de patients parkinsoniens, et nous avons injecté dans l'estomac et dans le duodénum de primates non humains relativement âgés, entre 6 et 9 ans, de l'alpha-synucléine, et puis parallèlement, l'équipe de Bordeaux a injecté dans le striatum et le cortex préfrontal la même préparation. Et puis les singes ont été suivis, il y avait 6 singes par groupe, il y a eu des groupes intermédiaires, mais peu importe, pendant 24 mois, puis ils ont été ensuite euthanasiés. Et je vous montre simplement un des résultats du laboratoire. Ça, c'est un plexus myentérique de singes. Et vous voyez très bien qu'un des singes qui avait été injecté dans le système nerveux central a des agrégats d'alpha-synucléine qui sont présents dans son plexus myentérique. Et en fait, sur les 6 singes, 4 sur 6 ont sans aucun doute des agrégats qui sont présents, tant d'un point de vue immunohistochimique que biochimique. Il y a des expériences de filter trap qui montrent qu'il y a des agrégats qui sont présents. Donc en fait, certes, ça passe on peut faire passer de bas en haut, mais aussi de haut en bas, et donc peut-être que le mécanisme est un tout petit peu complexe. Donc, ce sera peut-être une première idée de conclusion, et puis si j'ai
5 minutes ensuite pour des perspectives 2 minutes ouais. Alors, juste donc pour vous dire qu'il est très très difficile probablement de conclure dans l'état actuel des connaissances et de dire oui, il y a un point de départ digestif à la maladie de Parkinson. Comme vous l'avez compris, j'ai dû être forcément un peu rapide, il y a des arguments pour et contre l'hypothèse digestive. Une des possibilités serait de dire qu'éventuellement certains patients débutent par le tube digestif et pas d'autres, ça c'est quelque chose que l'on peut envisager. Et puis, vraiment le Graal serait de développer un traceur spécifique de l'alpha-synucléine pathologique. Alors ça c'est essayé, mais je crois qu'il y a des gros challenges, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais la protéine est complexe, Ronald sait ça beaucoup mieux que moi, et les imageurs, contrairement à la maladie d'Alzheimer, ont beaucoup de mal à développer un traceur spécifique qui permettrait vraiment de faire de l'in vivo et du suivi. Et puis quelque chose qui peut poser problème, c'est qu'il y a finalement peut-être très peu de lésions dans les systèmes nerveux périphériques, qu'il y a très peu d'agrégats. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais dans le tube digestif, il y en a extrêmement peu, et ça risque d'être très délicat, même de tirer un signal, même s'il y a un bon traceur qui est présent. Alors, vous me dites, je ne veux surtout pas... Bon, je fais très rapide. Si, ça c'est le côté peut-être un petit peu prudent. Vous voyez, j'ai du mal à conclure pour savoir s'il y a cette hétérogène digestive. Mais, malgré tout, je pense qu'il y a un intérêt à utiliser le tube digestif dans la maladie de Parkinson et à l'envisager comme piste de recherche. Le premier aspect, j'y viens très très vite. Comme vous l'imaginez, le tube digestif est beaucoup plus abordable que notre système nerveux central. Le système nerveux central, faire des biopsies, c'est quelque chose de délicat. En revanche, dans le tube digestif, c'est fait en routine par les gastro-entérologues. Et un des éléments du labo, je vais aller très vite sur cet aspect, a été de mettre au point une technique de dissection avec Thibault Lebouvier et Michel Leunlist pour retirer du plexus sous-muqueux, qui est le plexus le plus interne. Puis ce plexus, une fois qu'on l'a bien disséqué avec l'expertise des neurogastro-entérologues, eh ben, on peut faire des marquages de qualité. Vous voyez, ici, vous avez en effet des neurones entériques avec un marquage NF qui peut être un marquage HU, donc un marquage neuronal. Donc c'est ce qu'on voit, c'est une pièce de plexus sous-muqueux, et vous avez l'aspect, comme je disais, en crépine avec des ganglions et puis un réseau interganglionnaire qui est présent. Et lorsqu'on utilise cette approche, eh bien finalement on peut mettre en évidence des prolongements de Lévy chez les patients parkinsoniens. C'est ce que l'on voit ici, vous voyez, ce sont des prolongements de Lévy. Ça, c'est le contre-marquage neuronal qui est présent. Et même s'il y a une limite dans la sensibilité, pour le peu que ce soit assez bien fait, on a, vous voyez, des résultats positifs chez 21 patients sur 29. Donc, le tube digestif pourrait être une source de biomarqueurs intéressants dans le cadre de la maladie, premier point. Et puis, deuxième point, c'était une question... Monsieur Agide, vous souhaitiez peut-être qu'on termine là-dessus. Donc, ce sera ma dernière dia. Enfin, il y a juste une... si on va au-delà éventuellement de l'origine digestive, est-ce qu'on ne peut pas non plus penser que le tube digestif, sans être forcément le site initiateur, serait un facilitateur dans le développement de la pathologie? Et dans ce contexte, il y a beaucoup d'études qui se sont finalement intéressées au microbiote. Donc le microbiote, comme vous le savez, intestinal, sont finalement nos hôtes, enfin ce sont nos bactéries digestives qui sont, comme on le disait, à quelques micromètres des neurones du plexus sous-muqueux. Et donc on peut très bien imaginer que si notre microbiote va mal, il va pouvoir influencer nos neurones du plexus sous-muqueux. Il y a quelques travaux qui ont montré cela, mais c'est encore un tout petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ça a poussé certaines équipes à dire mais peut-être que les patients parkinsoniens ont une composition en termes de microbiote intestinal et surtout en termes de bactéries qui est différent des témoins. Alors il y a... Je vous prie de m'excuser, il y a une faute de frappe, c'est 13 études, peu importe. Elles sont relativement hétérogènes, comme vous l'imaginez, mais il y a quand même des patterns communs qui ont pu être ressortis. Et dans au moins 6 études, il y a certains sous-types de bactéries qui sont augmentés et d'autres diminués de façon reproductible. Et comme vous l'imaginez, le fait d'avoir un peu plus d'Akkermansia donne un profil pro-inflammatoire au tube digestif, tout comme le fait d'avoir un peu moins de Prévotella. Alors, ça a poussé une équipe américaine à se dire, bon, si finalement le microbiote a peut-être pas un rôle initiateur mais facilitateur, si on prend du microbiote de patients parkinsoniens, peut-être que l'on va augmenter, influencer le développement de la maladie dans des modèles de souris transgéniques. Alors, ils ont utilisé un modèle de souris transgénique qui développe généralement au bout de quelques mois une atteinte motrice et des lésions neuropathologiques qui sont relativement proches de la maladie de Parkinson, tant d'un point de vue moteur, comme je le disais, que d'un point de vue neuropathologique. Alors, ça c'est la souris classique. Lorsque ces souris sont élevées en conditions stériles, elles développent extrêmement peu d'atteintes motrices et de lésions, puisqu'il faut attendre 3 à 6 mois ici, 12 à 15 mois pour voir quelque chose ici. Et comme vous l'imaginez, ils ont donc pris
les fesses de patients parkinsoniens, ils n'ont pas transplanté les bactéries, mais les surnageants. Les surnageants ont été transplantés, injectés sous forme de lavement aux souris, et en fait, les souris qui ont eu le transfert de surnageants fécaux de patients parkinsoniens ont bien sûr développé plus d'atteintes motrices. Ce que l'on peut regretter dans le papier, c'est qu'il n'y avait pas eu d'études neuropathologiques chez ces souris-là. En tout cas, c'est plus sur un aspect moteur que ça a été donné. Donc en fait, l'idée serait peut-être, et ce sera ma diade conclusion, finalement de dire que, certes, il y a peut-être une origine digestive et une transmission neuronale du processus pathologique sur lequel on a beaucoup insisté, mais que finalement, il y a peut-être quelque chose de plus complexe qui peut se passer aussi, sur une notion qui est encore un tout petit peu floue, mais qui est une notion d'axe intestin-cerveau, et que finalement, il est possible qu'il y ait un rôle des bactéries digestives, bien sûr du répertoire immunitaire et du passage de certaines cytokines, mais aussi, comme vous le savez, de neurotransmission, d'équivalent de neurotransmission de messagers intercellulaires par les bactéries digestives. Et puis, dernier point, il y a les cellules entéro-endocrines qui ont un tout petit peu le vent en poupe. Il y a une équipe américaine qui travaille dessus et qui pourrait peut-être jouer un rôle. Donc en fait, l'idée, c'est peut-être de voir la maladie comme, peut-être pas forcément une maladie digestive, mais comme peut-être une maladie de l'axe intestin-cerveau. Et juste pour terminer là-dessus, c'est peut-être d'ailleurs la seule qui supporte cette hypothèse. Probablement que dans d'autres pathologies neurodégénératives, c'est plus difficile de faire un scénario aussi marqué entre l'intestin et le système nerveux central. Et je m'arrête là, je vous remercie. Merci d'avoir ouvert ces perspectives. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions et peut-être une conclusion. Il y avait Jean-François Bach et Danchin ensuite. Oui, je voulais poser une question sur la fin de votre exposé. Bon, j'étais très intéressé par tous vos arguments pour la possible origine digestive de la maladie de Parkinson. J'étais quand même un peu plus circonspect sur la partie microbiote parce que, bon, vous l'avez décrit très rapidement. Néanmoins, il faut quand même savoir, vous le savez bien sûr, que des modifications de la composition du microbiote intestinal sont observées dans de très nombreuses maladies sans qu'on ait vraiment d'arguments pour une relation de cause à effet. Il y a même des arguments dans certaines maladies qui indiquent que la dysbiose, si on peut l'appeler ainsi, est secondaire à l'inflammation à la maladie et non pas à l'origine. Quant au modèle transgénique de ces maladies neurodégénératives, je connais mal la maladie de Parkinson, je connais un peu mieux Alzheimer pour avoir participé à certains conseils scientifiques sur cette maladie. Bon, ils sont quand même assez loin de la maladie humaine et les données de transfert de microbiote sont quand même, doivent être examinées avec extrême précaution parce que ce sont des choses compliquées et dont l'analyse n'est pas toujours aussi simple qu'elle pourrait le paraître en première intention. Donc je voulais vous demander quel était votre degré de croyance dans ces résultats. Alors, en partie limité. Alors, les éléments qui me feraient dire que finalement, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, c'est que, comme vous le savez, il y a maintenant de l'analyse de microbiote dans beaucoup de pathologies neurodégénératives, et dans certaines, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui sort, quoi, en tout cas. C'est-à-dire que si on prend la maladie d'Alzheimer, où il y a beaucoup de revues de la littérature, M. Bach, comme vous le savez, sur le sujet, il y a très peu de données expérimentales. Alors c'est peut-être un peu naïf de mon point de vue, mais j'imagine que si ça n'a pas été publié, c'est que c'est en partie négatif. Si on prend la sclérose latérale amyotrophique, beaucoup de données négatives aussi, une étude positive, mais pas grand-chose qui sort. Si on prend d'autres pathologies aussi, c'est un petit peu décevant. Alors je suis tout à fait d'accord, bien entendu, et je partage votre prudence sur les données microbiotes, mais on a l'impression que dans le Parkinson, même si toutes les études sont très hétérogènes et ont leurs limites, qu'elles montrent toute une différence entre témoins et patients. Alors un des éléments qui peut être difficile, c'est bien sûr le traitement de ces patients. Comme vous le savez, ils prennent un traitement lourd, dopaminergique, qui permet généralement de corriger les symptômes, au moins en partie pendant un moment. Ce qui est intéressant, c'est que dans des phases très très précoces de la maladie, et chez des gens qui n'ont pas de troubles de la motricité digestive, c'est une équipe luxembourgeoise et allemande qui a montré ça, le microbiote était quand même perturbé, avec finalement les mêmes résultats sur un contexte pro-inflammatoire. Donc ça, c'est le côté positif. Et puis le côté prudent, c'est ce que vous avez, c'est les points que vous avez soulignés finalement sur le côté hétérogène, l'analyse bioinformatique qui est très difficile et qui est délicate et qui est dure à comprendre pour lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet, l'interprétation des résultats qui est faite par différentes équipes. Donc il y a du plus et du moins. Mais vous voyez, si on doit retenir le plus, je dirais
la spécificité du Parkinson par rapport aux autres maladies neurodégénératives et des résultats globalement concordants, même chez des patients très précoces sans traitement. Je suis ici. Je voudrais vous proposer un scénario qui unirait les deux exposés qui viennent. Qui ferait du bien à tout le monde. Ouais. Voilà. L'idée est la suivante à propos des maladies de type TSE, donc d'encéphalite spongiforme. Beaucoup de gens ont remarqué quelque chose qui est très particulier, c'est que dans ces maladies, donc les maladies à prions, il y a un certain nombre de cas où les cas sont strictement sporadiques, et d'autres cas, c'est le cas de la vache folle en Angleterre, où tout d'un coup on a une épidémie qui monte et qui disparaît. D'autre part, on connaît pour ces maladies le fait qu'il existe des cas dans l'environnement, donc qui ne peuvent pas être directement causés par l'homme, et qui sont transmissibles. Il y a aussi les cas très bien démontrés de pâture contaminante, c'est-à-dire après disparition d'un troupeau, on remet un troupeau 6 mois après ou 1 an après, et la maladie se met à apparaître. Bien. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un scénario pour expliquer ça? Eh bien oui, j'en propose un qui est le suivant. Vous savez que dans beaucoup de maladies, on pense qu'il y a un vecteur. Et la plupart du temps, ces vecteurs sont des arthropodes. Et évidemment, ça c'est très particulier. On ne peut pas avoir un système immunitaire contre les arthropodes. D'accord ? Imaginons maintenant qu'on a un vecteur qui ne soit pas un arthropode, mais qui soit un micro-organisme. Alors, quel genre de micro-organisme chercherait-on? On chercherait un micro-organisme qui pourrait persister dans l'environnement, par exemple qui ferait des spores, qui entrerait par le tube digestif, là ça va tout à fait avec votre axe digestif, et donc les spores ensuite se développeraient et se multiplieraient dans le cerveau en intracellulaire. Si la fabrication de ces spores en intracellulaire se fait dans des cellules et que la spore peut ramasser une synucléine, une protéine tau, un truc comme ça, un prion, la spore suivante sera infectante. D'accord ? Alors on peut simuler un modèle avec ça, très précis, et on s'aperçoit que si la population initiale est naïve, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu le parasite en question, le vecteur en question, alors on a une épidémie. Et c'est une épidémie dont on peut simuler qu'elle est exactement l'épidémie de la vache folle en Angleterre. Au contraire, si le parasite a déjà été vu et que donc la population est immunisée, alors on a uniquement des cas sporadiques. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, c'est un peu farfelu, etc. Est-ce qu'il existe un vecteur de ce genre? Et est-ce qu'il existe des différences effectivement, par exemple, entre l'Angleterre et la France? Eh bien, je vous donne un exemple très précis pour la différence entre l'Angleterre et la France. C'est Toxoplasma gondii. En France, 80% des gens sont positifs, en Angleterre, 10%. Alors, on peut expliquer pourquoi, etc. Mais, donc, il peut y avoir des différences colossales d'un endroit à l'autre. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un vecteur? Ben oui, il en existe. Ce sont les microsporidies. Et ce sont des familles de vecteurs qui nous infectent de façon très systématique, qui infectent aussi les souris. D'ailleurs, ce qui veut dire que ce serait intéressant de regarder dans tous les modèles si les souris sont immunes ou non, si on peut contaminer, etc. Mais j'ai eu la curiosité, alors je finis, j'ai eu la curiosité très précise de regarder sur le sang humain à Hong Kong, 30% de la population est séropositive contre les microsporidies. C'est juste une observation. Un bref commentaire? Alors oui, mais même en reprenant, vous voyez tout ce qui est lié au prion en allant un peu plus loin. Il peut y avoir aussi des notions de barrière d'espèces ou des choses comme ça qui pourraient expliquer une diversité, des temps d'incubation différents ou des choses qui, vous voyez, enfin, qui viennent en tout cas là-dessus, ou éventuellement qui pourraient aussi expliquer des scénarios différents. Comme on disait, certains patients qui ont vraiment une porte d'entrée digestive avec des symptômes très dysautonomes et très périphériques, d'autres qui ont éventuellement un mode d'entrée très central, avec d'autres modes de contamination, bien sûr, oui, je pense que... Alors, la dernière question, qui sera forcément brève, sera posée par Daniel Louvard. Oui, elle sera brève. On voit dans votre schéma que, disons, une réponse inflammatoire du tube digestif peut jouer un rôle important. Est-ce que dans les maladies inflammatoires du tube digestif, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc., est-ce qu'on voit une augmentation, enfin une corrélation avec le Parkinson? Oui. Alors votre question est bien sûr top, parce que vous imaginez que ça... Pendant très longtemps, on pensait que non, et puisque
spécialistes digestifs de maladies de Crohn et de rectocolites hémorragiques ne voyaient pas plus de patients parkinsoniens. Les spécialistes de maladies de Parkinson ne voyaient pas. Mais maintenant, il y a 2 études qui sont sorties, qui sont des études, bien sûr, relativement bien faites sur des registres avec plus de 140 000 personnes analysées. Et en fait, si vous avez une maladie de Crohn ou une RCH, vous avez un risque, et le risque relatif est de 1,4 fois plus de développer une maladie de Parkinson à terme. C'est significatif, c'est pas énorme, mais significatif. Il y a un lien très fort entre une forme génétique de maladie de Parkinson chez les juifs ashkénazes et le fait de développer un Crohn. Ils font les deux. Ils font un Parkinson et un Crohn. Et des données non publiées du laboratoire, mais qui devraient l'être sous peu, en fait, nous, on a une biotech de maladies de Crohn assez importante. On a beaucoup de biopsies, grâce à nos collègues gastro-entérologues. Et c'est un travail que j'ai fait d'ailleurs avec mon épouse, mais qui gère cette biotech. Mais bah oui, je suis fier. Ça. Et en fait, on a remarqué qu'il y a plus d'alpha-synucléine chez les Crohn que chez les témoins, et pas chez les RCH, qui voudrait dire qu'il y a aussi une différence. Alors ça, c'est bien sûr sur le côté immunité entre ces 2 pathologies, mais ça explose pour l'alpha-synucléine, alors qu'ils ont plutôt un peu moins de neurones, alors que les RCH restent les mêmes. Donc c'est un sujet qui avait été complètement mis de côté dans les années 90, parce que les premières études n'avaient rien montré, et ça revient à la mode. Et puis, dernier point, vous l'aviez évoqué, il y a un papier récent qui a montré que le fait d'avoir une inflammation de l'appendice serait un facteur de risque à terme pour donc d'avoir une appendicectomie. Si on est appendicectomisé, c'est mieux. Si on garde son appendice, c'est pas forcément bien. On augmente son risque de 1,22 de développer la maladie. C'est significatif, pas dans toutes les séries, mais dans certaines. Et pour les maladies cœliaques? J'ai pas la réponse, c'est peut-être par méconnaissance, mais je crois pas. Mais c'est peut-être par méconnaissance, je sais pas, oui.